La troisième révolution industrielle en Hauts-de-France, c'est parti. C'est une émission qui est proposée par le CD2E. Pour en parler, un certain nombre d'invités autour de moi. J'ai juste à ma gauche Christian Trenel, qui est le directeur du CD2E et du pôle de compétitivité Team Puissance 2. À côté de lui se trouve Jeff Squally, qui est PDG d'Ecodas, qui est une entreprise qui va témoigner effectivement de ce qu'elle fait dans le cadre de cette troisième révolution industrielle. À côté de monsieur Squally se trouve monsieur Jean-Yves Doisy, qui est directeur général de Vitamine T Envie 2E, Envie 2E qui est une filiale de Vitamine T. Face à eux se trouve Laurent Bernier, qui s'occupe de la mission tri au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Hauts-de-France. Eh oui, c'est nouveau, bien sûr, Hauts-de-France. Et puis Didier Copin, qui est responsable de REV 3 à la CCI Nord-de-France, qui, elle, pour l'instant, garde le nom de Nord-de-France, mais peut-être que ça va effectivement évoluer. Alors REV 3, c'est la marque de la troisième révolution industrielle, pour essayer de bien poser les choses. Le point de départ, c'est bien sûr la préconisation, j'allais dire, de Jérémy Rifkin, l'économiste, qui dit il y a une troisième révolution industrielle qui est en route dans le nord de la France, pour faire simple, et qui vous dit à tous, c'est possible chez vous, et en plus, vous avez les fondamentaux, déjà les bases de ce que vous allez faire. Alors pour bien comprendre, on va regarder d'abord un petit film, et on se retrouve juste après. Regardez. La troisième révolution industrielle, c'est très simple. Une révolution industrielle, c'est la rencontre entre de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de communication. Et ça change le monde. La première, c'était le charbon et le télégraphe. La deuxième, c'était le pétrole, l'électricité et les télécommunications. Aujourd'hui, la troisième révolution industrielle est une réalité. Et nous l'appelons REV 3. Avec toutes les possibilités offertes par le numérique et le souci d'économiser les ressources, nous avons déjà changé nos manières de produire, de consommer, de nous loger, de nous déplacer, d'échanger. Nous allons vers une société et une économie plus responsables, plus durables, plus connectées et plus collaboratives, celle d'un monde nouveau. Des initiatives et innovations se multiplient déjà un peu partout. Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie est engagé dans une dynamique d'ensemble pour prendre une longueur d'avance, devenir une région pionnière et en tirer les bénéfices en termes de compétitivité, de création de valeur et d'emploi. Il y a 20 ans, qui aurait cru qu'Internet révolutionnerait notre quotidien ? Ouvrez les yeux, ça se passe ici, alors rejoignez le nuage d'acteurs. Voilà ce qu'il fallait savoir sur cette troisième révolution industrielle. Didier Copin, est-ce qu'on peut essayer de développer un petit peu ? Alors il y a un point de départ avec Jérémy Rifkin et une formidable session, un formidable rendez-vous avec plusieurs dizaines de chefs d'entreprise. Il a fallu amorcer. Qu'est-ce qui a fait que ça a matché finalement ? Alors oui, effectivement, la troisième révolution industrielle, qu'est-ce qui a fait que ça a matché, effectivement ? Déjà, nous avions un terreau fertile, en quelque sorte, sur le développement durable, puisque la région Nord-Pas-de-Calais, qui a été initiatrice de cette troisième révolution industrielle, était déjà engagée depuis au moins une quinzaine d'années sur les questions de développement durable. Donc on avait déjà, effectivement, travaillé tout un tas de questions, donc sur, et bien sûr, l'environnement, donc sur la problématique climat, etc. Et c'est sur ce terreau fertile qu'est venu, effectivement, se développer cette dynamique aujourd'hui de transformation économique, de véritable transition économique, qu'est la troisième révolution industrielle. Alors c'est à la fois une vision qui nous a été effectivement au départ ouverte par Jérémy Rifkin, mais très vite suivie par plus de 150 acteurs qui se sont engagés dans différents groupes de travail pour réfléchir ensemble sur finalement l'avenir de notre région. Parce qu'aujourd'hui, le contexte économique est assez difficile. Donc on parle beaucoup d'enjeux de compétitivité, on parle beaucoup aussi d'emploi, donc effectivement, de questions environnementales, l'impact de nos activités par exemple sur le climat. Donc quel modèle de développement pour l'avenir, quel modèle pour nos entreprises, quel modèle pour nos territoires ? Donc la vision que nous avons travaillée avec l'ensemble de ces acteurs, des chefs d'entreprise, des territoires, c'est celle en fait d'une économie beaucoup plus finalement développée sur les ressources renouvelables, à la fois les énergies, donc les énergies renouvelables, mais aussi toute la dynamique au travers, par exemple, de la bioéconomie. Bioéconomie qui nous permet d'ailleurs de faire aujourd'hui la passerelle de manière très forte avec la Picardie, puisque c'est bien un projet aujourd'hui porté par l'ensemble de la région Hauts-de-France. Alors, évidemment, si on parle d'économie décarbonée, puisque c'est l'enjeu, à l'horizon 2050, être quasiment à 100% dans le mix énergétique en énergie renouvelable, aujourd'hui c'est 3%. Comment effectivement faire cette progression ?
Évidemment, il faut mettre en œuvre l'ensemble des moyens, donc des ressources énergie renouvelables. On peut parler de biométhanisation, on peut parler de photovoltaïque, on peut parler d'éolien, etc. Mais c'est aussi effectivement travailler sur l'efficacité énergétique, travailler également sur de nouveaux modèles économiques. Alors là, donc on a beaucoup investi en Hauts-de-France, donc dans l'économie circulaire notamment, Christian en parlera tout à l'heure, aussi dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui repose la question finalement de la valeur ajoutée donc des entreprises par rapport à leurs clients. Donc cette vision, elle est à la fois donc sur évidemment cette transition énergétique, cette transition par rapport aux ressources, mais aussi cette transition par rapport aux modèles économiques. Lien également avec l'économie numérique, qui apportera pas mal de choses dans cette troisième révolution industrielle. Donc, c'est ça la vision. La deuxième chose, c'est l'union des acteurs. Et on a, dès le départ, ça a été lancé par Philippe Vasseur, donc, qui était à l'époque président de la CCI de région, donc Hauts-de-France. Enfin, pardon, elle n'est pas encore Hauts-de-France, elle va devenir bientôt, donc CCI de région Nord-de-France, voilà. Et donc, il a proposé très rapidement donc, à Daniel Percheron, président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais à l'époque, de porter ensemble cette action. C'est largement aujourd'hui donc rejoint donc par Xavier Bertrand, qui évidemment nouveau président donc des Hauts-de-France, largement donc depuis le début de l'année ici, largement porteur de cette dynamique avec nous. Donc c'est cette union aussi qui fait la force quelque part de ce projet, l'union aussi des différents acteurs, les 150 acteurs initialement, mais également l'ensemble de nos pôles d'excellence, de nos pôles de compétitivité, dont le CD2 en particulier. C'est bien cette union qui fait la force. Mais justement, je vais demander à Laurent Bernier du Conseil régional Hauts-de-France, la région Hauts-de-France. On dépasse complètement les clivages politiques. On l'entendait à l'instant, Xavier Bertrand s'est emparé. D'abord, il était présent déjà, je crois, au début de la démarche, donc il avait déjà vu la potentialité. On dépasse complètement les clivages politiques en Hauts-de-France, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne et que la dynamique a pu s'enclencher. Oui, tout d'abord vous dire qu'il se passe quelque chose en région Hauts-de-France. On le mesure tous les jours, cette vieille région industrielle agricole qui s'est appuyée sur la première révolution industrielle, qui a été marquée, qui est encore marquée par la seconde révolution industrielle. Et peut-être parce qu'elle a été marquée, a été plus réactive. Est en train de se réinventer. Elle se réinvente à travers un nouveau modèle économique qui réconcilie économie et environnement, une révolution industrielle que le président Xavier Bertrand a souhaité à fort impact emploi, mais à faible impact climat. Et c'est vrai que ça interroge de nouveau nos modes de production, nos modes de consommation. Ça bouleverse énormément de choses. Et aujourd'hui, la région Hauts-de-France est réellement, sans mauvais jeu de mots, en marche vers cette troisième révolution industrielle. Attention. Attention, mais je crois qu'il n'est pas là. Non. La région engagée, confirmation du nouvel exécutif, Xavier Bertrand, avec la nomination d'un vice-président à la troisième révolution industrielle, Philippe Rapneau, une équipe dédiée, un budget en augmentation et, je dirais, une infusion de la tri dans les politiques publiques régionales pour progressivement aller vers de la triconditionnalité sur toutes les politiques publiques régionales, action économique, aménagement du territoire. À travers le SRAD, le schéma directeur. Bien sûr, le SRADET, le grand schéma des schémas, mais à travers aussi les schémas directeurs, les sous-schémas, l'action économique, etc. Mais aussi dans les politiques opérationnelles. Quand je donne de l'argent pour la politique de la ville, quand je donne de l'argent pour l'action économique, l'appui aux entreprises, progressivement, la triconditionnalité va s'imposer. C'est bien sûr l'engagement de la région à travers nos outils financiers. Alors, nos outils financiers classiques, contrat de plan État-région, c'est quand même 500 millions d'euros, le volet énergétique du contrat de plan État-région sur la région Hauts-de-France. L'EPO fédère donc les programmes européens, volet Axe 3, 200 millions d'euros. Donc c'est pas des petites sommes, c'est des leviers importants. Et des outils, je dirais, un peu plus innovants, construits également en partenariat avec la CCI, comme le fonds CAP 3 RI, un fonds spécialement dédié aujourd'hui de 37,5 millions d'euros. Et qui est abondé par qui est abondé par la région à hauteur de 15 millions d'euros, par la BEI et par le Crédit Agricole. Et on vient d'apprendre que Groupama Mutuel rejoignait également cette dynamique. Mais aussi un livret d'épargne populaire, premier livret en France dédié à la troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, 15 millions d'euros, plus de 1000 porteurs de projets. Et chaque année, les porteurs de projets et les donneurs se rencontrent.
Donc c'est aussi... Et là, on parle de monsieur et madame tout le monde. Hein. Tout à fait, à partir de 10 €. Donc je pense qu'on peut dire que c'est monsieur et madame tout le monde. J'espère d'ailleurs que vous avez ouvert votre livret. Mais c'est pas également. encore fait, mais ça va pas tarder. Très bien, vous pourrez venir sur le stand H 118, je ne sais plus quel est le... Et puis d'autres outils comme un fonds régional d'amplification de la tri avec notre partenaire de l'ADEME où on va effectivement mettre 20 millions d'euros également. Donc on peut dire qu'au-delà de cette démarche, de cette vision qui s'est largement contextualisée au Nord-Pas-de-Calais, on l'a dit avec les différents acteurs que vous avez des moyens d'enclencher et effectivement de starter des initiatives d'entreprise. Complètement. Et ça, c'est important. Complètement. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Monsieur Copin, rapidement sur les grands axes de la troisième révolution industrielle pour bien comprendre. Oui, effectivement. Alors, suite à Laurent, effectivement, cette dynamique, elle est véritablement en marche en Nord-Pas-de-Calais-Picardie maintenant, avec 700 initiatives. Hein, donc, c'est la vie Rêve 3, finalement, en Hauts-de-France. Alors, évidemment, par quel levier donc, nous accompagnons les entreprises, sur quel domaine, en fait, hein. Donc, il y a déjà, effectivement, ces domaines liés à l'énergie. Donc, le passage aux énergies renouvelables. Donc la question évidemment donc du lien avec le bâtiment par exemple qui est grand consommateur d'énergie, donc de l'efficacité dans le bâtiment, efficacité énergétique dans le bâtiment, la question aussi de la mobilité vers une mobilité douce. Alors évidemment donc les énergies renouvelables donc sont intermittentes, les deux usages que je viens de citer donc le bâtiment et évidemment la mobilité sont intermittents aussi. Donc comment faire la connexion entre ces sources d'énergie et ces besoins énergétiques? C'est là où il nous faut aussi évidemment donc des réseaux énergétiques intelligents. Effectivement, ce qu'on appelle les smart grids, c'est bien au cœur de la troisième révolution industrielle. Et bien sûr aussi des solutions de stockage. Alors comme je le disais donc en préambule, ça c'était la vision initiale. On l'a largement renforcée par tout d'abord aussi donc aujourd'hui en Hauts-de-France, donc l'axe bioéconomique est également important. Donc comment demain on pourra travailler sur des matières renouvelables, donc issues notamment des agro-ressources. C'est également un certain nombre d'axes transversaux. L'économie circulaire, qui est véritablement fondamentale dans cette approche de la troisième révolution industrielle. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, puisque là on réinterroge véritablement les marchés. C'est très important pour les entreprises. Et dans cette réinterrogation des usages, finalement, comment proposer des solutions intégrant des produits, certes, mais aussi des services, et au travers de solutions qui vont évidemment apporter beaucoup plus de valeur ajoutée aux clients. Donc là, on a véritablement un effet levier sur le développement possible des entreprises. Et c'est aussi l'économie numérique, avec évidemment l'intégration de l'Internet à différents niveaux. On peut parler d'Internet logistique, l'Internet des objets, des big data, etc. C'est tout ça la troisième révolution industrielle, c'est thématique. Alors comment on le fait sur le terrain? On le fait au travers de différentes dynamiques. Tout d'abord, l'accompagnement des porteurs de projets, avec des projets pilotes qui montrent la voie, donc qui sont démonstrateurs donc des solutions pour l'avenir, mais aussi effectivement un objectif de massification, donc d'entraîner le plus grand nombre possible d'entreprises, parce que le processus Rêve 3 est très bottom-up en quelque sorte. Et c'est aussi l'accompagnement de filières. Alors on en parlera beaucoup plus après, mais par exemple, on a développé fortement aujourd'hui la biométhanisation. On a un grand pari là-dessus, hein, de faire de la région Hauts-de-France la première région du biométhane injecté. Et on est en passe de gagner ce pari à l'horizon 2020. Sachant que l'objectif pour 2018, c'est 100 unités de biométhane avec réinjection dans le réseau, alors qu'on n'en est qu'à 24. Donc on mesure bien le saut qu'il faudra faire. Hein. Et nous en avons déjà 7 en Hauts-de-France. D'accord, donc presque un tiers. Ouais. Je vais simplement me tourner vers Christian Trenel maintenant pour essayer d'illustrer un peu finalement cette troisième révolution industrielle, à travers l'exemple de deux entreprises, hein, de deux démarches. Je voudrais d'abord peut-être introduire ce que nous allons voir dans quelques instants. Alors, vous allez voir des entreprises qui sont plutôt des entreprises donc, du secteur des écoactivités et à travers donc les piliers que Didier a rappelés, il y a un autre pilier ou un autre élément qui pour nous devient un élément extrêmement important et de plus en plus décisif, par exemple dans les choix sur les marchés, c'est l'intégration de la mesure de l'impact environnemental de tout ce que l'on produit, tout ce que l'on fait. Et donc, une des choses que l'on fait de façon hyper concrète, c'est l'accompagnement de PME, PMI à l'intégration de l'analyse en cycle de vie. C'est ce qu'on va voir dans quelques exemples. Et puis après, je vous dirai comment ces accompagnements très spécifiques des PME, des territoires et des filières se font au niveau de la région Hauts-de-France. Alors, première illustration, des entreprises s'engagent vers l'éco-conception. Regardez.
Allier deux technologies pour réduire l'impact environnemental, c'est l'idée d'Heliopac. Ici, la pompe à chaleur est reliée à des capteurs solaires hybrides. Cette nouvelle technologie est composée sur la face avant de cellules photovoltaïques et sur la face arrière d'un capteur de chaleur. Ensemble, ils favorisent l'autoconsommation. Heliopac System Plus est un dispositif de production d'eau chaude sanitaire pour le collectif, donc des bâtiments qui ont des besoins en eau chaude importants, donc du logement collectif, en tertiaire. Lors de l'analyse du cycle de vie du précédent système existant, l'entreprise tourquenoise a pris conscience que la phase d'utilisation était la plus énergivore. Heliopac a donc réfléchi à une solution qui réduirait la consommation en énergie fossile. Les recherches ont ainsi conduit à l'éco-conception de l'Heliopac System Plus. Grâce à Heliopac System Plus, on va pouvoir autoconsommer l'énergie qui est produite par les capteurs solaires. Donc la pompe à chaleur va directement pouvoir utiliser l'électricité provenant des capteurs solaires, ce qui va permettre d'obtenir des taux de couverture par les énergies renouvelables beaucoup plus importants. On était à 70% sur l'ancien système, on arrive à plus de 90% grâce à Heliopac System Plus. On a une installation pilote à Marseille qui fonctionne depuis 2 ans, sur laquelle on a constaté que les consommations d'énergie étaient divisées par 4 depuis l'installation d'Heliopac System Plus. L'éco-conception résonne comme une évidence pour l'entreprise Heliopac. Le développement durable est au cœur de leur métier et chaque service apporte sa pierre à l'édifice. Et la société Heliopac, elle existe depuis 25 ans et depuis 25 ans, elle est focalisée sur réduire les impacts sur l'environnement de nos produits. Les générations précédentes ont permis d'avoir un niveau de confort qui était très élevé, par contre c'est au détriment de la planète parce que c'est avec l'utilisation d'énergie fossile. Le but d'Heliopac, le défi qu'on a, c'est de trouver des solutions qui gardent le même niveau de confort tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Toute l'entreprise, le bureau d'études, les recherches et développement, les achats, nous travaillons à rendre ce défi possible. Et aujourd'hui, en plus, on se rend compte que le système est économiquement viable. Grâce à ce système, Heliopac réduit l'utilisation de ressources non renouvelables. De plus, le consommateur final, quant à lui, réduit sa consommation d'énergie et donc sa facture. L'éco-conception, bien évidemment, au cœur de la troisième révolution industrielle, et même, je dirais, bien en amont. Alors, on parle d'éco-conception, puis vous parliez un instant, Christian Fresnel, de l'analyse de cycle de vie. On va avoir une deuxième illustration, on se retrouvera juste après pour voir comment vous accompagnez effectivement ces entreprises et comment elles ont pu se développer à partir de la notion de troisième révolution industrielle. Regardez. Le projet LCIP aide les PME en France, en Belgique, au Portugal et en Espagne à réduire l'impact environnemental de leurs produits et leurs services à travers l'ensemble de leur cycle de vie, et ce, dans 3 secteurs, dont le secteur du recyclage. 6 PME ont démontré les avantages environnementaux et économiques de l'intégration d'approches cycle de vie dans leurs pratiques. Mais quelles raisons poussent ces PME à s'engager dans une démarche pensée cycle de vie ? La société Rollgum s'est intégrée dans une démarche pensée cycle de vie pour montrer l'intérêt du recyclage, notamment avec les pneumatiques usagées qui sont utilisées et recyclées sur notre site. Dans le cadre du projet LCIP, les PME ont réalisé des projets d'amélioration de 6 mois avec l'aide d'un coaching individuel. Donc, dans le cadre du projet LCIP, GECO a repris l'étude qui avait été faite sur la filière biodiesel afin de comparer la filière biodiesel à la filière diesel qui existe et à la filière biodiesel qui est actuellement sur le marché. À travers ces projets pilotes, les PME ont pu identifier les zones d'amélioration environnementale, économique ou sociale et déterminer les actions à mettre en place. Alors les résultats de l'étude nous permettent déjà de situer notre filière par rapport aux filières concurrentes sur l'aspect environnemental. Ce qu'on attend des résultats de cette étude, c'est des arguments pour nous permettre de communiquer auprès de nos clients producteurs de déchets et auprès des futurs utilisateurs du biodiesel, de manière à les convaincre de travailler avec nous. Est-ce que la durabilité demeure une priorité au sein de ces entreprises ? Rollgum souhaite trouver de nouveaux débouchés et développer de nouveaux produits pour augmenter les quantités de pneumatiques recyclées et donc diminuer l'impact environnemental. Ces PME livrent leurs conseils pour les entreprises désireuses de se lancer dans des démarches pensées cycle de vie. L'analyse cycle de vie permet de trouver débouchés à des produits dont on ignorait les possibilités de recyclage.
L'intérêt pour une entreprise de se baser sur l'analyse de cycle de vie et le fait de pouvoir prouver scientifiquement l'impact environnemental de la filière complète et non pas de modifier cette image par le marketing. Mais quels sont les leviers pour favoriser la mise en œuvre d'approches cycle de vie au sein des PME ? L'objectif serait que les entreprises intègrent directement à la fin de vie ainsi que les possibilités de recyclage lors de la conception d'un produit. Le projet LCIP nous a permis de renforcer notre capacité et notre expérience à l'accompagnement des PME dans l'intégration des approches cycle de vie. Le consortium espère que d'autres entreprises du recyclage seront inspirées par ces exemples pionniers. Le projet LCIP, alors là on a très bien touché du doigt la problématique, c'est d'abord effectivement de trouver un secteur d'activité sur lequel se développer. Là en l'occurrence c'était les pneus, les pneus usagés. Et puis on a entendu, on a besoin de faire savoir, de trouver de la matière première, secondaire, se faire connaître. Et donc là, réellement, il faut les accompagner pour les aider à se développer encore plus. Oui, alors ce projet LCIP, c'est un projet LIFE donc européen avec plusieurs PME et essentiellement des PME. Donc vous avez vu de Belgique, de Portugal, d'Espagne et puis du nord de France. Et l'idée, c'était de voir et de comparer aussi ce qui se fait dans d'autres pays. Ça a été extrêmement important parce que d'autres pays sont en train d'avancer sur l'intégration de ces critères environnementaux. Et pour des PME, c'est assez difficile. Et nous, notre rôle, c'est d'abord de les accompagner, de les aider à comprendre que la chaîne de valeur est en train de changer dans leur filière. Et ça veut dire que dans la filière du recyclage, si on ne prend pas l'aval, les ingrédients ou les critères d'achat donc de l'aval, et puis si on ne mesure pas tout ce qu'il y a en amont, eh bien, quelquefois, on peut se trouver ou isolé ou ne pas voir qu'il y a des tendances assez lourdes. Par exemple, Rollgom qu'on voit, en 2003, était au bord du dépôt de bilan. Actuellement, 70% de son activité, c'est 16 millions de chiffre d'affaires, est exporté. Son premier pays d'exportation, c'est l'Allemagne. Son premier client, c'est Karcher. Donc ça veut dire qu'à travers des produits comme ça, et c'est parce qu'il a des clients de plus en plus exigeants qu'il doit intégrer ces preuves que ces produits, une fois qu'ils seront utilisés, ou comment ces produits ont un impact meilleur que d'autres produits sourcés par exemple en Chine, etc. Et alors comment concrètement se passe, j'ai entendu le mot de coaching, comment se passe le coaching? Est-ce qu'il y a, à quel moment effectivement le chef d'entreprise ou ses collaborateurs, je dirais, sont pas formés, mais sensibilisés à la problématique que vous venez de décrire? Alors, on le verra peut-être à travers une petite autre illustration dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur des énergies renouvelables, mais la première chose que l'on fait, nous, c'est faire se rencontrer les acteurs à travers un certain nombre. Donc, depuis le temps qu'on est, on a à peu près 600 entreprises avec lesquelles, éco-activités avec lesquelles on travaille, c'est les faire se rencontrer, les sensibiliser à ces sujets, et ensuite, et notamment dans des choses très concrètes, soit à travers ces projets européens, ou soit parce qu'on facilite la relation avec des donneurs d'ordre. Par exemple, on travaille avec Bombardier Alstom pour expliquer aux équipementiers ce que vont être les exigences à terme. On travaille avec Peugeot et avec Renault surtout sur la même chose par rapport aux filières. On travaille avec... Toyota, j'imagine Toyota, oui. Toyota est par exemple extrêmement pointu et exigeant sur l'impact environnemental, non seulement des produits utilisés, mais des process qui ont conduit à faire ces produits. Et donc, c'est démontrer que c'est ça l'attente et quelles sont les étapes vers lesquelles les PME doivent aller pour pouvoir faire ça. Alors on est allé un petit peu vite, mais là on voit un deuxième aspect, puisqu'on vient de voir une photo, un deuxième aspect effectivement, puisque c'est le recyclage là, en l'occurrence, mais on parlait de bâtiment. Dans le bâtiment, il y a aussi de belles initiatives. Dans le bâtiment, et là on voit une photo, donc on a lancé depuis 2010 donc une plateforme de test des technologies solaires pour démontrer d'abord que dans notre région ça marche bien. 10% de production de moins qu'à Montpellier. Donc c'est quand même pas un écart, ça dépend des technologies, ça dépend de la façon dont on conduit. Et actuellement, maintenant qu'on a démontré ça, on travaille sur l'usage. Donc on a des premières expérimentations et de stockage et d'alimentation. On alimente par exemple les ateliers des apprentis d'Auteuil qui sont juste à côté de chez nous, uniquement en énergie renouvelable, et on commence à faire l'éclairage d'une partie de la ville de Liévin uniquement par des énergies renouvelables. Donc démontrer que c'est possible et de voir comment ça crée de l'emploi. Quand on est sur le solaire,
la fabrication du panneau solaire, la valeur ajoutée dans toute la chaîne, celle de la valeur de la fabrication du panneau solaire, c'est 15 à 20% de toute la chaîne. Le reste, c'est dans la construction, l'installation, la maintenance, les équipements, l'électronique. Tout ça, c'est générateur d'emploi, bien sûr. Et donc générateur d'emploi. C'est pour pouvoir montrer cela. Et par exemple, dans le bâtiment, on accompagne à la mutation sur l'efficacité énergétique et on a fait un gros démonstrateur pour démontrer qu'on peut diviser, par exemple, une expérimentation, on divise par 14 la consommation énergétique d'un bâtiment. On est en train de le dupliquer avec les bailleurs sociaux dans des rénovations. Donc c'est rénovation, réhabilitation. Ouais. Hein. Mais le changement que l'on accompagne à travers les groupements et à travers cette efficacité énergétique, c'est de dire aux entreprises, mettez-vous en groupement et voilà, ce lot de maisons, elles consomment 500 kW, amenez-les à 110 kW, garantie pendant 25 ans. C'est le seul critère de l'appel d'offres. Et donc, vous mettez les isolants que vous voulez, par l'extérieur, par l'intérieur. Nous, c'est une garantie de performance garantie dans le temps. Donc, c'est ça les mutations qu'on essaye de faire comprendre. Et donc, les accompagnements, c'est de la formation, c'est des mises en groupement, c'est, du coaching, et c'est surtout l'aide à la vérification que les résultats de ce qu'ils ont produit marchent très bien. Alors, vous avez emmené avec vous, on va dire, deux entreprises. Donc, je le disais, Monsieur Squali, Ecolas, et puis Monsieur Doisy, Vitamine T, Envie 2. Donc, deux entreprises du recyclage, du secteur du recyclage. Je vais commencer par vous, Monsieur Squali. Donc, vous êtes leader mondial des traitements ce qu'on appelle les DASRI, les déchets d'activités de soins, déchets dangereux, on va dire, déchets d'hôpitaux, enfin, activités de soins en général. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous êtes engagé, j'imagine, pour développer bien évidemment votre société, mais dans cette dynamique particulièrement. Alors, nous avons individuellement commencé notre évolution industrielle il y a une vingtaine d'années déjà, parce qu'on était spécialisé dans la fabrication de machines pour le textile. Et avec la crise textile, on s'est remis en cause et on a développé cette nouvelle technologie de traitement de déchets hospitaliers basée sur le broyage et la stérilisation par vapeur d'eau. Donc le résultat, on transforme les déchets contaminés en de simples déchets ménagers. Ça rejoint la filière des déchets ménagers. Donc avec ça, on s'est reconverti et aujourd'hui, on est présent dans plus de 70 pays et on réalise 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et quel recul vous avez par rapport à 2013 2013-2016, c'est une séquence de 3 ans qui est relativement courte, mais avec le recul, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Donc on était individuellement seuls dans cette voie-là. En 2013, il y avait cette dynamique qui s'est créée. Moi, je vais résumer la vision de Rêve 3 en quatre phrases. Harmonisation de la politique publique et de l'action économique. Ça, c'est très important pour donner un signal fort. Donc ça, c'est déjà une première étape. Deuxième étape, c'est création d'un état d'esprit. Donc on parlait tout à l'heure d'état d'esprit, surtout pour penser économie circulaire. Quand on pense à un projet, automatiquement, on englobe ça dans le cadre de l'économie circulaire. C'est très important pour inculquer ça au niveau des chefs d'entreprise. Quatrième mot, c'est... Troisième mot, c'est la marche organisée. Donc plutôt que de travailler de façon individuelle, organiser une marche forcée, je dis bien, et organisée dans le même sens. Ça, c'est ce qu'on ressent au niveau de l'action économique et l'état d'esprit des entreprises. Et quatrième étape, c'est travailler en synergie. Donc je reprends notre cas particulièrement. Donc on a développé cette activité de spécialiste de traitement de la matière infectieuse. Donc on pensait aux déchets hospitaliers. Aujourd'hui, grâce à cette révolution industrielle et à cette dynamique-là, on s'est intéressé aux déchets d'abattoir. Parce qu'ils ont la même problématique de déchets infectieux. Mais si on résout le problème de l'infection et on s'arrête là, on s'est arrêté, on n'a fait que la moitié du chemin. Après, il faut trouver l'exutoire. L'exutoire et aller plus loin que l'exutoire. Donc on s'est posé la question, donc on s'est rapproché des abattoirs pour comprendre leur problématique et on s'est aperçu qu'on pouvait d'abord traiter le déchet d'abattoir, enquiller avec une méthanisation, créer de biogaz, transformer en énergie, consommer sur place. On est dans le champ de la transversalité. Consommer sur place. L'abattoir est un grand consommateur d'énergie, donc ça a du sens
de traiter ces déchets d'abord pour une question de réglementation et de sécurité, mais surtout ça a du sens d'utiliser sa matière disponible plutôt que de payer pour s'en débarrasser, autant l'utiliser pour créer de l'énergie et on résout plusieurs problèmes, à savoir la matière restante c'est du compost et puis on retourne à la terre et vraiment la boucle est bouclée. C'est le meilleur cas qui illustre cet état d'esprit et bon. Ça a transformé votre modèle économique. Un regret quand même. Oui. Un regret. Lequel? C'est la réglementation qui est en retard par rapport à nous. Il faut savoir que la réglementation, ça se passe un peu plus bas. Il faut savoir que la réglementation a été faite pour des choses antérieures. Oui. La réglementation n'a pas été faite pour anticiper. Mais on voudrait que les autorités et l'État soient à l'écoute, et soient prêts à nous accompagner plutôt que de nous retarder notre Est-ce que vous discutez avec les pouvoirs publics sur ces questions-là? Oui, et par exemple, la notion de démonstrateur et de plateau technique mutualisé, c'est quelque chose qu'on a lancé pour pouvoir, par exemple, on l'a fait sur un secteur un peu spécifique qui est la valorisation des sédiments pour la gestion à terre des sédiments et l'intégration comme matériaux de construction. Et on a quand même réussi à négocier avec l'Adréal d'avoir la possibilité de faire pendant plusieurs années des expérimentations pour démontrer l'innocuité. Donc là, vous négociez au niveau local, au niveau régional? Alors, on discute avec l'Adréal, mais ça remonte au ministère. Et actuellement, donc, c'est un petit peu la philosophie des Green Deal, c'est comment on peut développer ça pour que le ministère intègre ou voit ou accepte que des expérimentations démontrent la faisabilité et l'innocuité d'un certain nombre de démarches. Ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. Il faudrait qu'on soit accompagné. Il faudrait que tous les acteurs autour de ça comprennent qu'on est là pour avancer et non pas pour magouiller. Les entreprises se sont appropriées la démarche et ont harmonisation, accompagnement, synergie, mais elles disent bon, maintenant on y est, mais il faut pas nous freiner, quoi, c'est ça. Hein. Alors c'est là où c'est important d'exprimer au travers de REF 3 un droit à l'expérimentation finalement, pour pouvoir tester donc de nouvelles solutions innovantes et se mettre finalement en milieu innovateur régional pour accélérer en fait cette transition économique. On y travaille aujourd'hui donc dans le cadre de REF 3. Jean-Yves Doisy, prenez votre micro. Vous êtes donc directeur général de Vitamine T Envie 2, c'est l'économie sociale et solidaire Envie. Hein. Parlez-moi un petit peu de votre activité et de la façon dont vous vous êtes inscrit dans cette démarche. Effectivement, donc nous on travaille d'abord et avant tout des modèles économiques au service de l'emploi de nos concitoyens qui sont plutôt dans la difficulté. Et l'intérêt pour nous de rentrer dans la démarche troisième révolution industrielle, c'était de booster justement notre capacité à créer des emplois destinés à des personnes qui ont des difficultés. On y a vu donc une véritable opportunité. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'il y avait une vraie volonté, on l'a dit déjà autour de ce plateau, une volonté politique, mais aussi une volonté économique. Il y a des outils qui ont été développés, très clairement en Hauts-de-France, pour pouvoir s'appuyer et avoir les moyens de nos ambitions. Et enfin, donc, on a pu mesurer et comprendre très vite que par tout ça, on arrivait vers une nouvelle efficacité et de nouveaux impacts, à la fois des impacts sociétaux, à la fois environnementaux, mais également sociaux, puisque de facto, on a créé beaucoup d'emplois sur le recyclage. Oui, parce que sur la prise en compte des filières, que ce soit des 3E, enfin toutes les filières qui vous ont impacté, le textile, etc., depuis maintenant, on va dire une bonne dizaine d'années, avec la transposition des directives européennes dans le droit français, vous aviez déjà un fonds d'activité. Donc ce que je comprends, enfin un fonds, même une activité qui était plutôt pérenne. Donc ça a boosté cette activité. Oui, tout à fait. Nous avons un exemple sur les D3E. Il y a 10 ans, on collectait 1000 tonnes de produits, on en réparait une partie, donc on remettait sur le marché des produits d'occasion, et puis finalement le reste partait à la ferraille sans être dépollué. Depuis, les choses ont bien évolué, et de fait, il y a eu des textes, des législations qui se sont mises en place. Mais il a fallu quand même développer l'activité en tant que telle. L'année dernière, on a traité 40 000 tonnes qu'on a collectées et on n'a rien mis au rebut. Finalement, on a dépollué les appareils qui ne sont pas réemployés directement et puis on a récupéré les différentes matières qui peuvent être réinjectées et réutilisées dans de nouveaux produits. Et donc on est véritablement dans une nouvelle économie qui émerge et qui est
de très forte ambition, j'allais dire. On n'est pas sur des petits niveaux. Sur les D3E, nous avons 200 emplois. Sur les palettes, on en a 50. Sur les VHU, on en a 40. Enfin, voilà. Donc, très clairement, depuis 3, 4, 5 années, on voit se développer des nouveaux modèles économiques qui tiennent la route et qui permettent de maintenir de l'emploi localement aussi. Oui. Et qui plus est sur des sites qui parfois étaient des friches industrielles. Parce que notre région fait que on est plus à la première. Vous trouvez aussi du foncier disponible qui vous permet aussi de vous installer dans une région très industrialisée. C'est plus compliqué, c'est plus cher. Oui, encore que des fois récupérer des bâtiments anciens ou des sites pollués, c'est plus compliqué que de bâtir du neuf. Mais ceci dit, on le fait. Et quelque part, par là, la région avance et évolue favorablement. Alors je voudrais qu'en 1 minute 30 chacun, la région, la CCI et puis Monsieur Trenel, vous puissiez conclure. On a vraiment vu de très beaux exemples à travers les vidéos et les témoignages de nos deux invités. Bon, on ne va pas s'arrêter là, ça va continuer et puis il y a des belles perspectives. Oui, moi ce que je retiens vraiment, c'est que finalement la lutte contre le dérèglement climatique, la sobriété de nos modes de production, de consommation, ne sont pas ou plus des obstacles au développement économique. C'est en fait des opportunités, les marchés de demain, pour peu qu'on desserre un peu les taux réglementaires. Monsieur Squali, je vous rejoins. Et donc, la troisième révolution industrielle, c'est réellement une opportunité de concilier l'économie et l'environnement de manière durable. Et de lutter contre le dérèglement économique. Oui. On pourrait dire ça. Oui, c'est clair. Hein? Par le réseau de l'économie sociale et solidaire, par la relocalisation et le rapprochement, effectivement, des citoyens. Mais pour ça, il faut nous relever un grand défi, qui est encore un plus grand défi que le défi économique, c'est le défi de l'appropriation citoyenne, des changements de comportement, qui finalement conditionneront la réussite totale de la troisième révolution industrielle. Didier Copin. Alors effectivement, REF 3, donc vraiment une opportunité aujourd'hui, hein, donc pour les entreprises, mais aussi pour les territoires. Ce lien entreprise et territoire, il est d'ailleurs fondamental. Il est porteur largement de sens. Et donc c'est bien par les acteurs, les entreprises et les territoires aujourd'hui, effectivement, qu'est portée cette dynamique. Elle est très bottom-up, hein, donc très issue du terrain. C'est bien sur le terrain que les choses se font. On l'exprime hein, d'ailleurs au travers donc, de la vie REF 3 en Hauts-de-France avec ces 700 initiatives aujourd'hui. C'est en train de se multiplier, c'est en train de passer encore à une échelle d'accélération. On a plein de projets là-dessus, par exemple des zones d'activité de nouvelle génération, donc des accélérateurs, troisième révolution industrielle, etc. Alors tout ça, hein, pour nos auditeurs aussi, on peut le retrouver évidemment sur le site REF 3. Donc il suffit de se connecter sur Internet, c'est très simple. Alors je donne aussi rendez-vous, j'en profite, rendez-vous à l'ensemble des acteurs donc sur un nouvel événement, une convention d'affaires internationale qui se tiendra donc à Lille Grand Palais, donc les 9 et 10 février prochains, 9 et 10 février 2017, pour favoriser en fait dans cette convention les contacts entre les offreurs de solutions, d'innovation, les porteurs de projets, les entreprises, les territoires, et ça au niveau nord-européen. Merci. Alors, le mot de la fin pour Monsieur Trenel. Jérémy Rifkin n'est pas venu qu'une seule fois à Lille. Hein. Il est venu plusieurs fois et je me souviens de sa réaction quand il a vu cette plateforme solaire. Il a dit, vous avez déjà commencé à faire ce que je suis en train d'écrire que vous devez faire. Et donc, il était très surpris. Il a dit, je veux suivre ce que vous faites pour voir comment concrètement ça aboutit et ça donne un certain nombre de résultats. Donc, on est en relation avec lui, mais sa surprise, notre surprise et notre intérêt, c'est à la fois l'implication des territoires, l'implication des PME. Je vois aussi que quelques grands groupes prennent vraiment cette démarche et disent, par exemple, la filière ferroviaire dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer tout l'ensemble de nos sous-traitants, de nos équipementiers dans ce domaine. Nexans, RTE, Nexans qu'on a primé hier, travaille avec nous sur l'analyse en cycle de vie. Et puis alors, dernière chose qui est quand même aussi intéressante, c'est qu'on voit que tous les développements qui se font allient de plus en plus les sciences humaines et sociales aux sciences techniques et technologiques. On travaille par exemple sur une filière qui est en train d'exploser en région Nord-Pas-de-Calais, c'est la filière du recyclage des métaux stratégiques. On en a parlé suffisamment. Mais on voit aussi que les acteurs des sciences humaines, des sciences économiques disent comment nous, on peut vous aider à interpréter ce qui est en train de se passer dans sociologiquement et économiquement. C'est quoi les nouveaux indicateurs de mesure c'est la disparition des terres rares et donc effectivement d'aller retrouver, des métaux stratégiques. J'essaie de vous lire. Donc reprenez le micro. Donc il y a un autre événement, oui.
Oui, effectivement. Enfin, j'ai simplement oublié de donner le nom de l'événement qui est le 9 et 10 février prochain. Il s'agit des Rêves 3 Days. Les Rêves 3 Days. Très bien. Rendez-vous en Hauts-de-France avec les Rêves 3 Days. Vous êtes et rendez-vous sur le stand des Hauts-de-France ici à Polytech pour en savoir plus avec beaucoup de documentation. Et puis, bien évidemment, la parole experte de chacun. Juste pour dire que nous sommes sur le stand H158, si vous voulez plus de renseignements. Dans le hall 4. Tout à fait, dans le hall 4. Pavillon Hauts-de-France. Merci à vous 5 d'être venus. Bon salon, bon business pour vous. Et vous avez bien raison de lutter contre cette réglementation qui nous enferme quelquefois en France. Mais bon, c'est comme ça. Il ne faut pas hésiter je dirais, non pas lever le poing, mais en tout cas lever la voix. Hein, c'est déjà bien. Merci à vous. On se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission.